Bienvenue dans l'entretien cosmique avec Céphalopode Cosmique. Aujourd'hui, je reçois Mathias pour un nouvel entretien, cette fois-ci en 4 parties. Dans la première, nous allons parler de l'université, de la philosophie, vie d'un jeune homme dans notre monde actuel. Bonjour Mathias. Eh bien bonjour. Donc merci d'être là avec moi. Ben, merci à toi. T'es mon deuxième invité après Benjamin. Et on va pouvoir parler un peu de toi. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer ? Eh bien donc, je m'appelle Mathias, je suis ariégeois depuis le début de l'année, mirapicien pour être exact. Je travaille en menuiserie en contrat d'apprentissage depuis le début de l'année. Et auparavant, j'étais parisien toute mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Et j'ai fait diverses études, dont les principales sont en philosophie. Voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter de plus ? Donc, Ça me reste à venir après. le principe un peu du podcast, c'est de faire des longs entretiens. On va aborder plusieurs sujets. Ouais. On va parler de toi. Ce qui est bien, c'est que là, tu vas être très complémentaire par rapport à Benjamin que j'ai déjà reçu. Parce qu'on va pouvoir parler très en détail du contexte des études en philosophie. Et je pense que toi, tu vas être un petit peu plus facile à vivre et tu vas pouvoir répondre à mes questions J'espère. plus direct. J'espère. Je pense que Benjamin écoutera ce podcast et il sera très heureux Oui. que je lui fasse des critiques détournées. Ah, je ne voudrais pas servir. Mais donc voilà. On va faire en 3 temps comme on a décidé. On va parler d'abord de toi, de ton parcours personnel et universitaire jusque-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Pourquoi ? Parce qu'on va le dire tout de suite, tu étais étudiant à Paris. C'est ça, philosophie, à Paris Et donc, 4, en histoire de philosophie. Je te laisserai développer juste après. Ouais. Tu étais totalement dans le carcan un peu classique, un peu cliché des études. Oui, Et puis, tu es allé à Mirepoix faire totalement autre chose à un moment donné. c'est ça. Donc on va pouvoir aborder qu'est-ce que c'est de faire des études de philosophie en ce moment en France. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça peut avoir pour conséquence ce type d'études de finir en menuiserie à Mirepoix. Ça peut avoir ces conséquences-là. Ce qui est, C'est quand même lié aux études de philo. qui peut être intéressant. Donc ce sera la suite de l'entretien, on va parler de ce deuxième aspect de ta vie. Ouais. Et ensuite, on abordera un troisième aspect sur lequel on a pas mal déjà parlé. Et je serais content qu'on en parle assez longtemps pour le podcast là. C'est justement des choses plus existentielles sur la vie, les amours, Et ben ça marche. le rapport aux femmes. Ouais. On peut le dire peut-être, tu vas me confirmer, que tu sors d'une séparation, ou tu as connu une séparation récente. Oui. Donc je pense que c'est un événement suffisamment gigantesque dans une vie Oui. qu'on dédie une grande partie de la discussion à ça. Oui, on peut. Donc est-ce que le programme te va ? Il me convient. Très bien. Il me convient très bien. Donc pas forcément envie de revenir trop loin dans le temps, mais sauf si tu as des anecdotes. Donc quel genre d'élève tu étais ? Qu'est-ce qui se passe au lycée et quel est ton choix d'études premier ? Parce que tu as dit que tu étais allé en philo, mais en fait tu n'as pas commencé par ça. Non, pas du tout. Je suis allé en philo à 22 ans. C'est ça. Bon, collège-lycée, j'étais un élève assez classique. C'est-à-dire que j'avais des notes qui suivaient correctement, 10, 11, 12, sans travailler concrètement. Donc je consacrais très peu du temps de ma vie au travail. J'ai eu ma période jeux vidéo, j'ai eu ma période manga, période classique des adolescents. J'avais
J'avais une ambition, enfin j'avais un désir depuis la fin du collège, je crois, c'était d'être ingénieur du son. Mais avant le lycée, avant la fin du lycée, avant ma terminale, je n'ai rien fait pour que ça se réalise. Je n'ai pas travaillé en ce sens-là, je ne suis pas allé voir d'autres ingénieurs du son, je ne suis pas allé voir comment ça se passait, il y a eu très peu de choses. Donc voilà, au niveau collège-lycée, c'est assez classique, effectivement, des études qui se passent parce que ça va, parce que les notes suivent sans problème. Et cette idée d'être ingé son qui me trotte dans la tête, mais voilà, je m'y mets pas très sérieusement, on va dire. Pourquoi tu voulais être ingé son alors? Pourquoi je voulais être ingé son, ça se perd un peu dans les limbes de mon enfance. T'as toi-même oublié? Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché ça? J'ai fait de la musique de 6 à 13 ans. Donc j'ai côtoyé un peu le milieu musical, j'ai fait de l'accordéon, de la batterie, de la percussion en général. Mais pourquoi j'ai voulu être ingénieur du son, ça je me rappelle plus. Très honnêtement, qu'est-ce qui m'a mis ça dans le crâne? C'est une très bonne question. Donc quand est-ce que tu abandonnes l'idée? Bien plus tard, à 20 ans. Ok, alors donc tu es un élève moyen mais sans effort. Voilà, j'ai fait un bac technologique au passage, un bac STI parce qu'une conseillère d'orientation assez mauvaise m'avait dit que c'était le mieux pour faire ingé son. Ah oui. Je ne pas vrai du tout, mais bon, c'était sympa. C'est vrai qu'en général, en France, c'est malheureusement un peu balisé. On met les bons élèves dans les filières générales, les élèves un peu considérés à problème dans les filières techniques ou professionnelles. Ouais, c'est à peu près ça. Qui visent à entrer dans le monde du travail immédiatement. Ouais. Comme j'avais des notes moyennes, je ne voulais pas m'envoyer en bac S probablement. Ouais, à ce moment-là, tu vis où? Chez mes parents, à Nogent-sur-Marne, dans le 94. Ok, Île-de-France. Banlieue. C'est ça. Banlieue pavillonnaire. Banlieue assez tranquille, maire de droite depuis 15 ans, le même. Plutôt vieux. Ok, la banlieue Est, comment on l'appelle? Voilà. Bon, sympathique, hein, agréable, calme, ce qu'il faut. Quoi. Donc banlieusard. C'est ça. Un bac STI et puis. Et après, disons que j'ai fait une rencontre qui m'a, en général, décidé à travailler, pour être très général. C'était pendant mon année de terminale, mon père est professeur de saxophone, et il avait une amie qui était harpiste et qui chantait et qui enregistrait un CD, harpe et chant. Et lui, il servait un peu de directeur artistique sur l'enregistrement. Et donc à un moment, il y a différents ingénieurs du son, il y en a un qui faisait l'enregistrement, un mixage, un montage. Et au moment du mixage, il se rendait chez l'ingénieur du son qui s'en occupait avec son ami, la harpiste. Et il m'a proposé de venir. Comme je voulais être ingénieur du son, c'est naturellement, bon, je lui ai dit oui, pourquoi pas, allons-y. Et donc je me suis retrouvé chez cet ingénieur du son, c'était chez lui, un petit appart parisien, un petit studio parisien avec une petite table basse et tout le matos qu'il faut dessus. Et je me suis écrasé dans le canapé derrière et je l'ai regardé bosser pendant quelques heures, pendant toute une après-midi. Et j'ai été à dire vrai admiratif, en fait, de le voir travailler. C'est-à-dire que c'était la première fois que je voyais quelqu'un avec des compétences réelles. J'aurais du mal à juger ses compétences, mais il en avait et il se débrouillait bien. C'était la première fois que je voyais quelqu'un travailler avec des compétences assez fortes et je suis tombé en admiration du bonhomme. Dès qu'on lui demandait, chose très classique, hein, dès qu'on lui demandait quelque chose, il était capable d'y répondre, il maniait parfaitement ses outils, il avait une très bonne oreille musicale, une très bonne oreille d'ingénieur du son aussi, il maîtrisait très bien son boulot, quoi. Et je suis tombé admiratif et c'est cette admiration qui m'a donné envie de travailler. Donc, je me suis dit, hein, pour être très simple, c'est un peu bête comme raisonnement, mais bon, je me suis dit, en fait, si on bosse, c'est possible d'arriver à faire quelque chose de bien. Et je me suis dit que ça, c'était cool. Quel idéalisme. Toujours un peu de ça dans l'admiration, de toute façon. Ça, c'est vrai. Et
Et donc j'avais envie d'arriver à quelque chose d'un peu comme lui, d'arriver à maîtriser les outils, d'arriver à faire quelque chose de bien. Et c'est en voyant ça que j'ai été motivé à travailler pour devenir ingénieur du son, mais même à travailler en général. C'est à ce moment-là que je me suis mis à lire. J'ai ouvert Le Château de Kafka, je ne sais pas pourquoi, à 18 ans, un de mes premiers bouquins. Je l'ai dévoré, j'ai adoré, j'ai pu arrêter de lire depuis. Et donc c'est par cette rencontre que ma vie a été pas mal chamboulée en fait. Et en sortant de là, j'ai dit à mon père, je lui ai exprimé ce désir tout nouveau qui avait quelques minutes de bosser et de faire quelque chose. Et pour être ingénieur du son, il y avait 4 voies en gros. On pouvait soit faire des BTS, c'était la voie basse. Voilà. BTS audiovisuel En BTS, ouais, c'est ça. BTS audiovisuel au son. C'est ça. On pouvait aller à la FEMIS si on voulait être au cinéma. On pouvait aller à Louis Lumière si on voulait faire de l'audiovisuel. Et on pouvait aller au CNSM si on voulait faire de la musique. Il y a des écoles privées. Il y a des écoles privées. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais trop penché sur les écoles privées, notamment parce que ma famille n'est pas d'une richesse grandiose. Oui, c'est très cher. Les études, c'est compliqué. Donc en fait, ça a jamais vraiment fait partie de mon champ des possibles. Oui, les écoles privées sont très chères, mais les écoles publiques, FEMIS et Louis Lumière, sont extrêmement sélectives. Ouais, mais alors des 3 grandes, là, Louis Lumière, c'était la moins sélective. Et je crois que la pire pour rentrer, c'était le CNSM. Ah oui, en son. Ouais. Il y a une filière son, on peut faire de la musique classique comme de la musique actuelle, c'est au choix. Et c'est le meilleur apprentissage si on veut bosser dans la musique après, comme un son. Et donc, je me suis trouvé tout d'un coup, après avoir été admiratif de cet homme-là, un espèce d'amour pour la difficulté. J'ai dit à mon père, je vais aller au CNSM. Je lui ai dit en sortant, on est allé prendre un café, et je lui ai balancé ça. Et donc à partir de là, il fallait mettre en place les moyens pour que j'aille au CNSM, c'est-à-dire beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, parce qu'il fallait un niveau assez conséquent en musique. Et la musique, j'avais arrêté à 13 ans, j'étais en 2C2 de solfège, pour ceux à qui ça parle. Ok, donc le deuxième année du deuxième cycle que j'avais redoublé. De conservatoire. Voilà. Okay. Donc sachant qu'il y a 3 cycles. Sachant qu'il y a 3 cycles. 3 cycles de 3 ou 4 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. 2 ans, je crois, le dernier cycle, le 3e. En principe, ça suit le parcours scolaire. Ce qui me semble que c'est le premier cycle 4 ou 5 ans, le deuxième cycle l'équivalent du collège, et le 3e cycle l'équivalent du lycée. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et l'idée c'est que à la fin on a l'équivalent du bac musical, qui est le DE. Le fameux DEM. Et donc j'avais un niveau musical assez faible, et puis il demandait aussi un bon niveau en sciences. Il demandait un bac plus 2 en sciences, et un bac plus 2 avec bon niveau. L'idéal c'était des prépas scientifiques, sauf que moi j'avais pas fait de bac L, j'avais fait un bac STI, donc les prépas c'était à peu près fermé. Il fallait aller assez vite parce que la fin de l'année approchait, donc j'ai fait 2 ans de licence de sciences pour l'ingénieur à Créteil. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette préparation pour aller au CNSM, et j'y ai travaillé pendant 2 ans, avec un travail assez colossal, autant en musique qu'en sciences. Tu as fait la L2, et l'objectif c'était de passer le concours. C'est ça, c'était de passer le concours du CNSM, que j'ai totalement raté au bout de 2 ans, après ce bac plus 2. Et je ne sais plus quelle était ta question initiale, donc je ne sais plus si je peux... Non, c'est intéressant, on avance. Hein. Tu veux ton bac STI, tu rencontres cet ingé son qui te renforce dans l'idée de faire ça. C'est ça, je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs, c'est vraiment ce moment, c'est quelques heures passées avec lui. Et bon, tu te confrontes à la sélectivité des institutions françaises. C'est ça. Et tu vois qu'il y a une attente extrême assez conséquente pour le CNSM. Donc toi t'as visé peut-être le truc le plus prestigieux. Ouais, ce qui était un peu volontaire. Souvent c'est vrai qu'on a envie de viser toujours plus haut, surtout à cet âge-là. C'est assez logique. Mais donc il y a une attente scientifique, et c'est pour ça que tu fais 2 ans à Créteil. C'est ça. Tu veux pas faire de licence sciences de l'ingénieur, enfin pour être ingénieur après, mais tu veux... Non. Pour après rentrer. Non, les sciences, ça m'a toujours un peu intéressé. En maths, j'étais très bon au collège-lycée.
La physique j'aimais bien, mais en faire mon boulot, non, je n'y ai jamais songé un seul instant. Donc là c'était vraiment que pour remplir la condition, bac plus 2 en sciences. Scolairement, ça se passe bien, ces 2 ans? Scolairement ça va. Scolairement ça va. Je bosse un petit peu plus qu'avant. Il faut quand même un peu de temps pour passer de quelqu'un qui ne fout strictement rien à quelqu'un qui bosse toute la journée. Ça s'est pas fait comme ça, mais les notes sont correctes et ça va. Arrivé à la fac, comment ça se passe? Comment ça se passe? Oula, c'est vieux. Si tu veux, on en parlera plus au moment de la philo, ça. Ouais, la philo, ça sera un peu plus On y proche. revient juste après. Tu passes le concours et ça marche pas. Ah, ça marche pas. Il y a 2 tours, des épreuves assez dures quand même, en sciences et en musique, et le premier tour n'est pas passé. Pour quelle raison, je ne sais pas, il n'y a pas eu de correction, ni rien. Je ne sais pas si c'est le côté sciences ou musique qui a tout fait capoter, mais en tout cas, c'est pas passé. Et après, j'ai bifurqué. Je continue là. Déjà, toi, tu es là et tu veux devenir ingénieur du son. Ouais. Tu rates le concours. Ouais, mais après, en fait, déjà en allant au concours, j'étais plus complètement convaincu. Parce que ça, c'est un peu un des non-dits de la soi-disant méritocratie française. C'est que finalement, on met des institutions très prestigieuses, des concours, des prépas. Mais il y a. Je sais pas quel était le taux de réussite. Je peux pas te dire. Mais bon, il y a vraisemblablement autour de 90% de refus. Oui, voire plus parfois. Ça doit être quelque chose de ce ordre-là. Je crois que la FEMIS, c'est un truc énorme. Ouais. C'est beaucoup plus que 90% de refus. Ouais. Parce que les classes sont toutes petites. Ouais. Donc là, c'est la tâche sombre dont on parle jamais. Oui. C'est-à-dire l'immense masse qui juste vient de passer devant, pas pour rien, Non, pas évidemment, pour... mais globalement, l'objectif n'est pas rempli. Non. Et ils doivent vivre avec cet échec. Après, si on reste sur le plan pratique, il y a toujours des moyens de rebondir. Les BTS, si j'avais voulu continuer en ingénieur du son, j'aurais toujours pu me débrouiller. Les BTS audiovisuels auraient été ouverts sans aucun problème. Mais en fait, l'échec, là, je l'ai pas si mal vécu parce que j'avais déjà autre chose en tête. L'idée d'être ingénieur du son, où j'étais plus complètement convaincu. Il y avait eu des rencontres entre-temps pendant la formation pour être ingé son et qui étaient en train de modifier mes perspectives professionnellement, ou en tout cas d'études. Donc ouais, cet échec, ça n'a pas été... c'est pas quelque chose qui m'a plombé spécialement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, pendant ma formation en musique, j'ai rencontré un autre bonhomme. Donc j'ai fait ma formation scientifique pour le concours à Créteil, et je suis allé au conservatoire de Saint-Maur pour la formation musicale, où j'ai pris des cours d'écriture, de solfège, etc. Et j'ai pris des cours d'histoire de la musique. Et c'est là que j'ai rencontré un autre bonhomme qui m'a fasciné. Certain Monsieur Sutton. Qui en général ne laisse pas indifférent les étudiants qu'il a eu. Tout à fait, oui, tu as eu quelques retours à droite à gauche. Ouais, tout à fait. Ça va bien au-delà du conservatoire de Saint-Maur. Ouais. Oui, il a sa petite renommée. Alors aujourd'hui, je serais extrêmement critique contre sa manière, ses manières intellectuelles, contre sa manière d'aborder les choses. Mais à l'époque, il m'avait fasciné. Il m'avait fasciné pour... comment dire, c'était même pas nécessairement, c'était pas des prouesses intellectuelles, c'était pas des choses de cet ordre-là, c'était vraiment une manière de présenter les choses. C'est un type, alors ça ressemble pas à des cours d'histoire de la musique classique ou à des cours d'histoire classique. Il a une base de connaissances qui est considérable et qui est tout à fait respectable, hein, qui en fait un très bon historien. Mais c'est un homme qui aime causer symbolique, qui aime causer initiation, qui aime causer ésotérisme, qui aime causer de choses comme ça. Ok, ça ressemble à un franc-maçon.
Il s'intéresse beaucoup à la franc-maçonnerie. Il n'était pas franc-maçon de ses dires, mais il aurait plutôt été un peu sans-tablier, qu'ils appellent ça. C'est-à-dire un type régulièrement invité, qui est dans le milieu sans être passé par les rites d'initiation. Effectivement, il y avait un peu de ça, oui, assez clairement. Et donc, il y mettait énormément l'accent dans l'analyse historique sur l'utilisation des symboles. Il adorait le Moyen-Âge pour cette raison, parce que c'est une époque où le symbole est beaucoup utilisé, y compris en musique. Et alors, comment décrire l'impression que j'ai eue c'est un peu comme un gamin devant le monde des adultes, en fait, l'impression que j'avais devant lui. C'est-à-dire qu'un gamin, il est dans son monde de gamin, et puis dans les réunions de famille, il y a le monde d'adultes qui s'invite, qui est là, qui parle de choses à peu près incompréhensibles pour le gamin. Le gamin ne comprend même pas pourquoi on parle de ça, pourquoi on agit comme ça, etc. Ça constitue un monde à part, et une espèce de rupture entre le monde du gamin, le monde des gamins et le monde des adultes. Et bon, c'est pas au cas par cas, mais c'est pour donner un peu un exemple paradigmatique. Le gamin va avoir une sorte de fascination pour ce monde des adultes auquel il se sait voué. Il sait qu'il va être amené à y grandir, mais il a cette impression qu'il y a une rupture vraiment entre les deux mondes, que c'est un autre monde, un monde à part, un monde un peu secret, un peu mystérieux, un peu grand, qui a de la hauteur, des impressions un peu de cet ordre-là. Et il va recevoir, il est amené à être initié progressivement à entrer dans ce monde des adultes. Et le fait que cet homme parle beaucoup de symbolique, d'initiation, de choses cachées, de secrets, de choses qu'on sera amené à découvrir plus tard, peut-être, etc. Et ben ça me donnait un peu cette même impression. Moi, j'étais dans le monde des gamins, puis j'avais l'impression qu'il y avait un mec devant moi qui était plus haut que moi, qui avait été initié à certaines choses, qui avait connu certaines choses, qui touchait une certaine vérité profonde et mystérieuse. Et moi, tout naturellement, je voulais m'initier et aller vers ces hauteurs. Et je pense que c'était un peu ça le ressort de l'admiration que j'avais pour lui. Espèce d'assurance que plus tard, il y aura un changement profond, un bouleversement, à travers une initiation qui m'amènera dans un lieu encore secret, caché et mystérieux. Voilà. En tout cas, pour décrire le sentiment, c'est ce que je ne veux. Et donc j'étais tombé en admiration pour ce bonhomme. Et du coup, je l'ai rencontré 2 ans avant de passer donc, mon concours au CNSM. Et très progressivement, je me suis tourné vers sa direction, assez naturellement. Je me suis tourné vers les disciplines intellectuelles en général. J'ai voulu suivre sa voie, finalement, parce que si je voulais atteindre ce monde, il fallait suivre sa voie. C'était un modèle. C'était un modèle, oui, assez nettement, ouais. Et donc je me suis tourné vers l'idée de faire de la musicologie, assez naturellement. Alors pourquoi pas entrer au CNSM, tout ça. Et puis, je voulais quelque chose d'un peu plus général. C'était un peu trop spécialisé pour moi, la musicologie. Je voulais quelque chose d'un peu plus général, donc j'ai réfléchi à faire une licence d'histoire. Et pendant que je réfléchissais à tout ça, il y a eu le concours raté. Je ne savais pas quoi faire l'année suivante, donc j'ai simplement continué de faire de la musique en réfléchissant quelles études entreprendre après. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai continué mes études au Conservatoire de Saint-Maur et puis à Montreuil pour le piano. Et au terme de cette année, j'étais décidé à aller vers une licence d'histoire. Et puis, au détour d'une conversation, un peu par hasard, j'ai un pote qui m'a dit mais tu sais, t'as une manière de penser assez philosophique, avec du concept. Il n'a pas été plus précis que ça. Mais je suis allé voir les programmes de philosophie, j'ai fouillé un peu. Et je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait me botter au moins tout autant que l'histoire. Et donc, c'était la fin de l'année, il fallait décider, et j'ai fait les deux. J'ai fait une licence d'histoire à distance, à l'université de Bordeaux d'abord et puis Rennes après.
j'ai fait une licence de philo à distance aussi à Reims et j'ai continué à faire de la musique en parallèle au Conservatoire de Saint-Maur. Gros programme là. Gros programme, ouais, pendant 3 ans. Mais bon, écoute, ça allait. Qu'est-ce que tu visais au conservatoire? Tu visais un DEM ou quelque chose? Alors, conservatoire, DEM d'histoire de la musique. Okay. Que j'ai eu à la fin de mes licences. En même temps que mes L3. Voilà, sur Beethoven. Donc ça, c'était l'un des trucs. Le piano, j'aimais beaucoup, donc je continuais à en faire pour plaisir. Et voilà. Donc je me suis lancé dans ces 3 parcours-là. Mais j'ai jamais eu l'impression pour autant d'être absolument débordé de travail. Ça allait. Donc ça te prend 3 ans? C'est ça. Je reste là pendant 3 ans. Alors Comment ça se passe l'enseignement à distance? On reçoit au début de l'année, on reçoit un tas de cours assez conséquents, papier. Enfin, ça dépend des facs, il y en a qui le font que par électronique aussi, enfin par ordinateur. Mais en l'occurrence, je recevais les cours par papier, donc au début de l'année, enfin au début du semestre, je recevais 400 pages de cours. Et j'étais absolument libre de faire ce que je voulais pendant tout le semestre, donc il fallait avaler les 400 pages. Et puis après, les partiels étaient en présentiel. Donc là, on venait 1 ou 2 semaines selon les facs, et on passait les partiels. Et bon, j'ai pas eu de difficulté particulière pour m'adapter à ça. Ça s'est assez bien passé pour les 2. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Il y a un doute, une incertitude sur l'avenir ou un goût pour l'érudition. C'est encore l'héritage de Sutton, donc, comment on en arrive de vraiment avoir tout ça. Parce que finalement, pour la plupart des gens, il y a la nécessité de vite travailler, de trouver un emploi, d'être indépendant économiquement. Là-dessus, c'est très simple, j'avais mes parents derrière moi. Et quand je me suis lancé, parce qu'effectivement je me suis lancé assez tard dans ces licences, j'en ai discuté clairement avec mes parents. Le but c'était d'aller jusqu'au master, donc pour 5 ans, et ils ont accepté que je reste 5 ans jusqu'à la fin du master avant de partir travailler. Donc de ce côté-là, j'étais assez tranquille. Après, ce qui m'a poussé à faire plein de choses à la fois, il y a Sutton derrière, ouais. Il traîne toujours quelque part. La soif de connaissance, ça c'est ce qu'il avait éveillé. Avec cette idée que il y a eu toujours, c'est parti au cours de ma licence, mais cette idée d'un arrière-monde caché qu'il faudrait retrouver, vers lequel il faudrait aller. C'est une forme d'ésotérisme en fait. Ouais, l'ésotérisme, c'est vraiment là de savoir. Oui, ça venait de là. Ouais. Oui, c'est ça. Il m'a fallu quelque temps pour m'en séparer de manière définitive. Il a fallu à peu près le temps de la licence, quoi. Et toi, t'es pas devenu franc-maçon, t'as fait une licence d'histoire en même temps qu'une licence de philo. Ouais. Et non, franc-maçon, ça n'a jamais. Si, un moment, ça m'a attiré, mais plus pour rigoler, pour aller voir ce qui se passait là-dedans que très sérieusement. Et ouais, c'est essentiellement la soif de connaissances et l'idée que c'était par cette accumulation de connaissances qu'on pourrait accéder à ces arrière-mondes cachés. Et c'est ça qui me motivait pas mal, effectivement. Mais qui me motivait à faire de l'histoire et à accumuler le maximum d'histoire, à faire de la philo et à accumuler un maximum de philo, et puis à essayer d'être le plus transversal possible, parce qu'évidemment, Sutton était un homme très transversal. Il avait des connaissances superficielles dans beaucoup de domaines, et il réfléchissait beaucoup de manière transversale. Parce que là, justement, tu as dit tout à l'heure qu'aujourd'hui tu serais en désaccord avec lui. Oui, donc c'est une grande figure un peu mythique qui développe chez toi un désir très fort. Ouais. Tu te lances dans ces licences. Ouais. Tu changes un peu de parcours de vie parce que ça devient plus du tout un gesson là. Non, plus rien à voir. Totalement autre chose. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Il y a donc 3 ans passent, tu fais des licences compagnie, mais tu t'éloignes du personnage. Je m'éloigne pas mal du personnage et aujourd'hui je pense que si je réécoutais, d'ailleurs je l'ai fait réécouter des conférences à lui plus tardivement, il a plus tendance à m'agacer. C'est-à-dire tu peux développer. Bah, tout le côté... Qu'est-ce qui fait qu'on tue une figure paternelle Parce que finalement, j'avoue que c'est un truc qu'on retrouve un peu souvent, j'ai l'impression. Ah oui, très certainement, ouais. Des jeunes hommes qui idéalisent leur père ou alors une figure masculine autre. Ouais. Oui, c'était ça avec lui. Alors après... Et ça finit souvent un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on finit par désavouer, voire tuer symboliquement. Bah, pour aller très vite, si j'écoutais aujourd'hui une de ces conférences, j'y trouverais une certaine dose de malhonnêteté intellectuelle. Mais tu peux pas juste dire ça, il faut être un peu plus... je vais développer, t'inquiète pas. Mais bon, c'est un peu violent, c'est vrai. Mais j'ai pas eu l'impression de vivre des processus psychologiques consistant à tuer le père, choses comme ça. Donc là-dessus, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup te... Non, bah là je fais juste c'est juste une métaphore. Hein. Oui, bien sûr. Tu t'éloignes de cette figure qui t'avait inspiré ce choix de vie presque. Ouais. Parce que là, ça veut dire quoi être agacé la malhonnêteté intellectuelle? C'est-à-dire qu'avec la philosophie, progressivement, je me suis donné une certaine rigueur intellectuelle, une certaine rigueur de pensée, qui m'évite d'affirmer comme vrai des choses que je sais être des raccourcis, ou des choses dont je ne suis pas sûr. Je m'en être infaillible, mais c'est une tendance en tout cas. Tu développes une espèce d'éthique, une responsabilité de la connaissance, de la croyance. Responsabilité, je sais pas. Ça c'est venu peut-être plus tard, mais simplement l'idée, simplement une certaine rigueur dans l'enchaînement des concepts, dans l'argumentation. Donc là, dans la logique. Tu supportais pas la facilité. C'est à peu près ça. Tu as facilité, Talbot, c'est bon. Tu as perçu en lui un tricheur. Un peu, ouais. Il fait le grand érudit mystérieux, mais en fait, ça tient pas. Je doute pas, enfin, ses connaissances sont tout à fait énormes et je ne les nie pas du tout. Il a une finesse d'analyse pour bien les choses, je ne rejette pas toutes ces phrases, bien évidemment. Mais tout le côté qui m'avait marqué et qui avait entouré le personnage comme ça, d'un halo un peu mystérieux, qui était tout le côté ésotérique, effectivement, là, à la lumière de la rigueur d'analyse conceptuelle de la philosophie, me paraissait ne plus avoir beaucoup de consistance, en fait. Ça s'est écroulé, quoi. La consistance qu'avait cette manière de parler, cette manière de penser, s'est écroulée progressivement. Ça a mis le temps, ça n'a pas été d'un coup du tout. Ça s'est fait sur les 3 ans. Mais ça a progressivement diminué, ça a fini par disparaître. Et c'est effectivement une certaine facilité. C'est une certaine facilité qui va donner un peu de spectacle à celui, soit qui n'a pas les connaissances pour le contredire directement, soit celui qui n'ose pas. C'était d'ailleurs beaucoup celui qui n'ose pas dans les cours. Ou alors celui qui n'a pas ou qui ne se sent pas la capacité rationnelle ou logique de le contredire un peu sur le long terme, parce qu'il était quand même doué pour faire quelques circonvolutions si on en venait à le contredire. Parce que c'est vrai que le conservatoire, c'est un lieu très conservateur. Oui. La plupart des cours se font sur un modèle très vertical. Oui, il y a ça. Puis lui, il l'avait bien. Il avait ses maîtres, les maîtres et les élèves. Enfin, il avait tous ses schémas. Et puis en plus, dans un conservatoire, t'as pas beaucoup d'intellectuels pour te contredire. Et ça te permet d'avoir une certaine liberté qui peut être très bénéfique, mais qui peut aussi sûrement provoquer quelques travers. C'est sûr que c'est pas un lieu de science. Non, c'est ça. Et on va pas véhiculer un odieux cliché que les musiciens seraient un peu bêtes. Non, ce serait
Ce serait très mauvais de notre part. Ce serait du mauvais esprit, c'est Vu ça. qu'on est tous les deux musiciens. Oh là, n'en dévoile pas trop sur l'animateur de cette émission. Pardon. J'ai noté. Non, t'inquiète pas. Mais donc, c'est assez confondant parce que. Donc, t'étais lancé dans ce parcours-là par admiration pour Sutton, Ouais. mais l'admiration s'en va, Ouais. mais Le parcours continue, C'est ça. enfin, reste. C'est ça. Et donc, parce que finalement, c'est quoi le plan dans tout ça, en fait, après? À ce moment-là, il n'y en a pas tellement. Le plan, c'est que j'aime la philo. Comment tu t'expliques? Pas du tout un plan. Oui, voilà. J'avais 3 disciplines, histoire, philo, musique. Musique, j'avais abandonné le fait de devenir professionnel dans la musique. J'ai commencé le piano, j'ai commencé ça très tard, à 18 ans. Ça m'aurait demandé une quantité de travail colossale pour devenir professionnel et j'ai mis ça très rapidement de côté. Et des 2 disciplines universitaires, donc histoire et philosophie, eh bien, il y en avait une dans laquelle je galérais un peu, où les notes étaient correctes sans être très bonnes, et dans laquelle je pouvais me plaire, j'en tirais des choses, mais lire un bouquin de cette discipline, vraiment, ça m'emmerdait pas mal, c'était l'histoire. Et il y avait une autre discipline qui marchait toute seule, dans laquelle je pouvais vraiment m'amuser. Je me souviens de dissertations où j'ai débarqué totalement à l'improviste et je me suis amusé pendant 4 heures à faire mon dialecticien en herbe et à récolter un 14 avec. Dans laquelle j'avais assez naturellement une manière de penser qui convenait à la discipline, qui provoquait une excitation intellectuelle à la lecture autant qu'à la dissertation qui était un véritable plaisir. Et donc pour toutes ces raisons, assez naturellement, je continue la philo. Sans avoir de plan professionnel marqué derrière. La dissertation est un plaisir. Ouais, t'as vu? Je m'insurge en entendant ça. Pas à tous les coups, on va C'est même dire. franchement suspect. Tu trouves? Pas à tous les coups évidemment. Quand j'ai une semaine de dissert à faire, il y a un moment, une semaine d'examen de dissert, il y a un moment ça m'emmerde un peu, puis il y a des disserts qui m'emmerdent. Mais je pouvais parfois trouver un plaisir si j'avais par hasard sur un sujet, sur quelque chose, 2-3 connexions amusantes entre des concepts qui se faisaient, je pouvais trouver effectivement un certain plaisir. Même à la dissertation. Alors après, je ne fais pas des dissertations pour plaisir dans ma chambre, je te rassure. Je n'ai plus besoin d'en faire et je n'en ferai plus. C'est très bien comme ça. Il y a d'autres manières de s'amuser avec les concepts. Mais oui, ça faisait partie des moments un peu créatifs en philosophie. Et puis comme, c'est un examen, donc tu es obligé de te bouger un peu, tu es obligé de réfléchir. Et tu es obligé d'essayer de trouver quelque chose d'un peu original à raconter, même si c'est pas foufou. Et je pouvais y trouver un certain plaisir. Parce que c'est une sacrée discipline de faire 3 ans à distance. Après, Pour être très honnête, on apprend un peu l'autonomie, j'imagine. J'ai toujours voulu m'installer une discipline de fer, j'ai jamais réussi. Peut-être à l'avenir j'y réussirai davantage, pour d'autres raisons. Mais j'ai jamais eu besoin de me faire une discipline de fer. Bon. J'ai jamais eu l'impression de bosser comme un fou, j'ai jamais bossé 10 heures par jour. Et ça se passait bien. C'était un peu la même mentalité qu'au collège-lycée, si tu veux. Tu corroborerais le fait que la fac soit facile, surtout que tu as juste des facilités naturelles? Si je puis me permettre de parler juste pour moi, ça n'a vraiment pas été difficile. Quel monde injuste. Il y a tellement de gens qui abandonnent en première année à cause de l'effort terrible que ça fait. Désolé. Tu es coupable. Voilà. Non, bon, je plaisante. Non, mais ouais, ça m'a jamais demandé. Encore une fois, en philo, j'avais toujours moyen de m'amuser dans une dissertation si j'avais des lacunes en termes de connaissances et que je savais pas ce que machin avait raconté sur tel truc. Je pouvais, je bidouillais un truc qui passait, c'était à peu près cohérent,
J'arrivais à bidouiller naturellement en philo. Hmm. Et en histoire un peu moins, mais une semaine avant les partiels, je bouffais tout sévèrement. Et puis voilà, le soir je me couchais à 2 heures, enfin l'étudiant classique quoi. Et voilà, et ça passait. Donc ouais, je vais pas témoigner de la difficulté des études supérieures, j'avoue que en tout cas de ce côté-là, je l'ai pas vécu. T'as pas mal vécu le système scolaire, tu n'as pas vécu ces communautés l'humiliation. Non. C'était assez confortable et Au facile. niveau du travail, c'était confort et facile, ouais. Bon. Ouais. Bon, l'histoire c'était un peu chiant, mais j'ai eu des 12-13 de moyenne sans me fouler, quoi. C'était l'entretien cosmique avec Céphalopode Cosmique et Mathias. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt.